Le secteur agricole occupe une place extrêmement importante dans l'économie indienne et ce depuis l'indépendance du pays en 1947. C'est un secteur qui a contribué grandement à la croissance économique de l'Inde, mais qui a aussi permis de réduire les risques de famine, de sortir des milliers de personnes de la pauvreté. Mais c'est aussi un secteur qui a eu beaucoup de revers, donc des enjeux à favoriser, par exemple, la croissance des inégalités entre les agriculteurs et a aussi, en fait, l'Inde a adopté beaucoup de politiques qui ont favorisé l'appauvrissement des sols, depuis son indépendance. Donc, si je peux mettre ça un peu plus en contexte, et c'est ce qu'on explique dans notre chapitre, en 1947, l'Inde devient indépendante. C'est une économie qui est extrêmement, agraire, donc 50 de son revenu national, provient de l'agriculture. Par contre, c'est des techniques assez, rudimentaires, l'infrastructure est insuffisante et le secteur dépend grandement des aléas climatiques pour sa productivité. Donc, années 50, 60, 70, on va mettre en place des plans quinquennaux, donc plusieurs réformes agricoles qui vont en fait avoir pour objectif d'accroître la productivité du secteur. Par exemple, on va mettre en place un prix minimum de soutien hein, qui va permettre d'assurer un prix minimum aux producteurs pour la vente de leurs produits. C'est un système qui est encore en place aujourd'hui. On va mettre en place un système d'achat public, donc les agriculteurs peuvent vendre à l'État leurs produits, qui va ensuite le vendre à des faibles coûts. Donc, tous ces systèmes-là, pour assurer donc la sécurité alimentaire de l'Inde, ont été mis en place. Ce sont des systèmes qui sont toujours présents aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'agriculture a contribué grandement à ce que l'Inde croît économiquement, mais aussi socialement. Par contre, un autre un revers peut-être de ces politiques-là sont liés beaucoup à la révolution verte, hein. C'est une pratique qu'on a vue dans beaucoup de pays, donc pas juste en Inde. L'idée, c'était que pour augmenter la productivité, il fallait des réformes technologiques, il fallait, introduire, pardon, des semences hybrides. On favorisait également la monoculture et ce sont toutes des pratiques, donc de la révolution verte qui ont grandement contribué à la productivité de l'Inde, du secteur agricole. Par contre, ce que ça a eu comme effet, comme revers, c'est qu'on a sous-estimé un peu les intrants nécessaires pour faire en sorte que ce système fonctionne. C'est-à-dire que pour les petits agriculteurs qui sont majoritaires en Inde, ceux-ci devaient acheter donc ces semences-là. Plusieurs étaient subventionnés par l'État, donc ça a été mis en place dans les années 80, une grande subvention de l'État. Par contre, il y avait une dépendance énorme envers justement ces subventions-là pour pouvoir acquérir des semences et passer vers des réformes technologiques. Dans les années 90, l'économie indienne s'est libéralisée pour plusieurs raisons économiques et donc le marché s'est ouvert. On a ouvert aux investisseurs étrangers, aux acteurs privés également, ce qui a grandement contribué à l'essor de l'économie indienne sur la scène internationale. Par contre, au niveau de l'agriculture, c'était un marché qui était peu compétitif parce qu'il avait été longtemps contrôlé par l'État. En raison de la pression démographique dans les années 90, l'Inde a dû ouvrir donc son marché, ouvrant la voie aux importations de produits qui sont désormais essentiels pour répondre aux besoins de sa population. On parle d'huile alimentaire, de certaines légumineuses. Et donc, on a vu une réduction des dépenses dans les années 90 de l'État dans le secteur agricole, une ouverture vers les marchés et donc les petits agriculteurs qui devaient dépenser énormément pour répondre donc aux besoins de la pour répondre, satisfaire aux besoins du marché, se sont grandement endettés. Donc, on a vu dans les années 90 un accroissement important des inégalités et de l'endettement des agriculteurs avec un recul de l'État les agriculteurs ont dû se tourner vers des prêteurs informels, sortir des prêts formels de l'État, emprunter à des gens dont les taux d'intérêt sont souvent exorbitants, avec des politiques de remboursement qui sont très strictes, parfois menant à des violences. Donc, dans les années 90 à 2005, on a vu le pourcentage d'endettement d'agriculteurs endettés doubler. Et c'est donc un problème extrêmement important d'un point de vue socio-économique. Donc, pour répondre à la question, est-ce que la place de l'agriculture dans l'économie indienne, elle est extrêmement importante d'un point de vue social, économique. Aujourd'hui, ce secteur embauche près de la moitié de la main-d'œuvre indienne et correspond à environ, là, dans les dernières données, là, à 17 du PIB
du pays. Et pendant la pandémie, l'agriculture, c'est le seul secteur de l'économie indienne qui a cru, qui montre sa résilience, son importance pour l'économie en Inde. Mais il y a énormément de problèmes socio-économiques là, qu'on pourra aborder là, dans les prochaines questions. En 2014, le Bharatiya Janata Party a été élu à la tête de l'Inde avec Narendra Modi. Le BJP, qu'on appelle, c'est un parti qu'on peut qualifier de néolibéral, c'est-à-dire qui accorde beaucoup d'importance au secteur privé pour répondre aux enjeux économiques, mais aussi aux enjeux sociaux de l'Inde. Et c'est dans cette optique-là, et pour plusieurs autres raisons, qu'il a tenté, par exemple, le gouvernement indien, de libéraliser le secteur agricole en 2020. L'idée, hein, était donc d'enlever, de retirer progressivement toutes les systèmes qui avaient été mis en place dans les années 60-70. On voulait, par exemple, permettre l'adoption de contrats directement entre les producteurs agricoles et les acheteurs. On voulait limiter, supprimer les limites de stockage privé, donc plusieurs politiques visant à ouvrir le secteur agricole. Par contre, comme ça s'était mal passé, si on veut, pour plusieurs agriculteurs dans les années 90, il y a eu des manifestations massives en 2020 avec près de 250 000 agriculteurs qui se sont mobilisés pour le retrait de ces lois-là. Plusieurs critiquaient que ça allait les rendre encore plus vulnérables aux grands conglomérats. Et donc, ça leur rappelait, comme je l'ai mentionné, les réformes des années 90. Donc, ça, c'est une des ambitions au niveau national du gouvernement indien. Par contre, il y a des ambitions qui sont beaucoup plus grandes et justement, elles sont liées à cette volonté de libéralisation-là. Le gouvernement indien a des ambitions stratégiques sur la scène internationale. Le programme de Modi est clair. Il veut élargir l'accès au marché africain. Il veut diversifier les débouchés à l'exportation, renforcer ses liens commerciaux avec des régions en développement. Il veut faire de l'Inde un acteur essentiel du commerce mondial des denrées alimentaires. Et malgré que les défis que je vous ai présentés au niveau plus interne socio-économique, il reste que l'Inde, aujourd'hui, est un des plus grands exportateurs de produits agricoles. Et d'un point de vue géopolitique, l'Inde, le secteur agricole est extrêmement important. L'Inde a renforcé sa diplomatie agricole, elle a développé son multilatéralisme fort dans le secteur, avec des exportations avec des pays clés comme les États-Unis, la Chine, par exemple. L'Inde tente aussi de renforcer sa présence en Afrique avec des partenariats, par exemple, avec le Maroc pour la production d'engrais. Donc, le contrôle et la circulation des denrées alimentaires est pour l'Inde un outil direct du soft power, où on le voit, par exemple, dans des négociations avec des alliances stratégiques comme le BRIC, où est-ce qu'il y a eu une déclaration commune hein, pour lutter contre la faim mondiale et assurer la sécurité alimentaire. L'Inde se présente aussi comme porteur de la voix des pays dits en développement. Elle accuse beaucoup dans les négociations de l'OMC, par exemple, les pays du Nord à vouloir éliminer les systèmes de marché public qui sont considérés comme étant cruciaux pour la sécurité alimentaire de pays comme l'Inde avec 1,4 milliard d'habitants. Et donc, beaucoup d'ambitions sur la scène internationale. Mais comme je l'ai mentionné au début, malgré ces ambitions-là, l'Inde a un énorme paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, c'est un des plus grands exportateurs, secteur agricole extrêmement en croissance qui place l'Inde sur la scène mondiale. Mais c'est aussi, en 2023, l'Inde était au 15e rang des pays les plus touchés par la faim et la malnutrition. Et un autre aspect qu'on va pouvoir aborder, c'est l'impact drastique des changements climatiques qui affectent la capacité de l'Inde à assurer une productivité qui est stable. Et donc, beaucoup d'ambition, mais assez confronté à la réalité, sa réalité interne nationale, de répondre aux besoins de sa population qui est grandissante là, et qui va être encore plus populeuse en 2050. L'Inde est extrêmement vulnérable aux aléas climatiques. On parle de stress thermique, de pénurie d'eau qui affectent directement les récoltes. Les États du centre de l'Inde, par exemple, ont été confrontés à des vagues de chaleur extrêmes dans les dernières années. Il y a aussi énormément de pression sur les ressources en eau qui augmentent avec la croissance démographique.
l'Inde dispose que 4 des ressources hydriques, mondiales. Donc, plusieurs approches ont été adoptées par le gouvernement Modi, en matière de lutte au changement climatique qui pourraient aussi réduire sa vulnérabilité dans le secteur agricole. Par exemple, il a mis en place un projet pour nettoyer le Gange, pour construire des infrastructures pour le traitement des eaux usées, pour améliorer l'assainissement dans tout le pays aussi, réduire la défécation à l'air libre, plusieurs activités d'afforestation, de reforestation, et pour améliorer la productivité agricole spécifiquement, il a mis en place beaucoup de programmes pour favoriser une meilleure utilisation des ressources. Et le secteur des énergies renouvelables, hein, est au cœur de sa stratégie pour lutter contre les changements climatiques. On parle beaucoup d'investissements dans le secteur éolien, pour la mise en place de centrales électriques à biomasse qui pourraient convertir les résidus agricoles en électricité. Donc, beaucoup de Heu, grande vulnérabilité au changement climatique, beaucoup de programmes qui sont mis en place. Par contre, les programmes, manquent, de vision souvent holistique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte beaucoup la réalité des personnes, agricultrices. On inclut ici les femmes, hein, qui n'ont pas le statut d'agricultrice en Inde. Donc, pour revenir à la question de la vulnérabilité, c'est ce qui va déterminer, en fait, la capacité de l'Inde de répondre aux besoins de sa population grandissante en 2050. Il faut que l'Inde assure le bien-être des travailleurs agricoles, s'assure de mettre en place des mesures de lutte au changement climatique, d'adaptation pour réduire la vulnérabilité de son système agricole, mais aussi réduire les risques de famine au niveau national. Et plusieurs, hein, projets ont été mis en place. Un espoir, en fait, réside peut-être pour l'agriculture, pour l'avenir de l'agriculture en Inde, pardon, ce sont les initiatives locales, régionales, qui poussent les frontières et développent des solutions, créatives. Par exemple, on a des projets d'agriculture naturelle qu'on voit émerger. Il y a eu, le programme, Zero Budget Natural, Farming qui a été mis en place, qui est basé donc sur l'agriculture naturelle. Donc, c'est tout l'Inde est extrêmement vulnérable au changement climatique, beaucoup de programmes, mais il y a énormément de défis. Un des défis que je pourrais mentionner peut-être pour conclure, c'est que le gouvernement Modi est extrêmement aligné avec les intérêts de l'agro-industrie, où le gouvernement indien a aussi, favorisé en fait l'accroissement des projets d'exploitation des ressources naturelles comme le charbon. Donc, beaucoup de mesures pour lutter contre les changements climatiques qui pourraient aider le secteur agricole, mais parallèlement beaucoup de pratiques qui sont destructrices. Donc, dans tous les cas, pour conclure, l'agriculture est au cœur de l'avenir de l'Inde. Dans notre chapitre, on conclut sur des trajectoires potentielles, mais assurément, il va falloir que l'Inde trouve une trajectoire qui est holistique et qui prend en compte, en fait, tous les facteurs là, qui pourraient être cruciaux finalement pour l'avenir de l'Inde.